Invité exceptionnel, disposition exceptionnelle. Notre invité de ce jour est un artiste qui se fait reconnaître et se fait démarquer par un instrument. C'est son instrument de travail. Hein. J'en rigole lorsque je parle de ça parce que lorsqu'on parle de mallette, on sait de qui il s'agit. Il s'agit de Ahmed Chala. Nous allons parler donc de coupé décalé. Suivez-nous. Ahmed Chala. Oui, monsieur Guillaume Vergès. Tout avec toi, décidément, rime au scénario, apparemment. C'est une question à vous poser ou... Oui, c'est une question parce que regarde déjà ton entrée. On n'a jamais vu ça sur un plateau de ActuPeople.net. Te voir entrer avec ta mallette, tout et tout. C'est pour ça que je dis tout rime avec toi, avec scénario, décidément. Mais comme vous le voyez, vous savez que Ahmed Chala, c'est quelqu'un qui a toujours rêvé d'être un grand acteur du cinéma. Malheureusement, pour moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'être recruté par des grands mécènes. Mais j'ai participé à un film en Côte d'Ivoire qu'on appelait Le Clash. Donc, ma vie est rythmée à un film d'action. Donc, moi, quand je suis quelque part, c'est le personnage qui s'est fait valoir partout où il est. Donc, moi, je me dis, la vie est un court-métrage. Chacun vient jouer sa partition et part. C'est ça, Ahmed Chala. Ce que tu dis, c'est tellement révélateur. Tu as un talent d'acteur et pourtant, on te reconnaît en tant qu'artiste coupé décalé. Comment tu expliques ça? Non, parce qu'au début du coupé décalé, nous, on n'a pas pris la chose au sérieux. Tout le monde s'amusait parce que moi, je fais partie d'un grand groupe qu'on appelle le Gounes, qui a existé avant la Jet Set. On faisait les folies dans les bois de nuit avec des amis. Mon ami d'enfance, c'est le Mollard, que je salue au passage. Donc, nous, on prenait ça comme un jeu. Et après, c'est quand tu parles avec les gens, qui discutent avec les gens, on dit que tu as un talent d'acteur. Et puis, après, j'ai fait du mannequinat, par rapport à ma taille, mon élégance. Excuse-moi, Guillaume Vergès. Non, mais c'est normal. Hein. Il n'y a pas à s'excuser, c'est normal, tu es élégant. Oui, parce que ma mère me dit ça tout le temps, mon père me dit ça tout le temps. Ça me gêne un peu de parler de ça, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, en regardant ton émission, diront qu'il n'est pas humble. Mais quand tu sais que tu es beau et puis tu as confiance en toi comme ça, c'est normal. Donc, ce que je disais tout à l'heure, que Vergès, je n'ai pas eu l'opportunité de me faire recruter par une grande personne. Tu parlais de Gounos, ça nous ramène un peu à cette période d'adolescent, tout en joué à Yopougon. On sait que tu as grandi à Yopougon Sopim, groupement foncier d'abord et puis Sopim. Parle-nous de ton enfance. Oh, une enfance pas comme les autres. Elle est un peu compliquée, mais elle est un peu longue, mais je vais la raccourcir parce qu'on est dans une émission, je ne vais pas monopoliser le micro. Non, mais mets-toi à l'aise parce que tu sais, ce qui fait la particularité de ces interviews, ce sont des récits de vie. On a envie de connaître les gens vraiment dans leur profondeur. C'est vrai qu'on connaît l'artiste coupé décalé, qui fait les scénarios, qui parle de sa chaussure, qui lui a coûté sincèrement cher. Ça parle de ton premier single. Non, c'est pas grave. Ça fait partie de l'ambiance. Ahmed Chala, si tu peux suivre le cours de ce que je suis en train de dire, justement, le tout, on veut savoir qui est réellement Ahmed Chala, dans quel environnement il a grandi. Parle-nous de ton enfance, s'il te plaît. D'accord, ok, je vais être rapide mais précis. Et moi, mon nom, l'état civil, c'est Ahmed Bakayoko. Ahmed Chala, c'est un nom d'artiste. Ahmed Chala, c'est mon nom de scène parce qu'à l'époque, je portais les chaussures chères qu'on appelait les GM Weston. Je ne sais pas si vous avez connu les Weston. Vous n'avez pas fait de la pub. Donc, tu me demandes si j'ai connu les Weston? Non, excuse-moi, mais en fait, ce n'est pas tout le monde qui connaît. Guillaume Vergès, c'est vrai, Guillaume Vergès. Bon, excuse-moi, mais j'ai l'habitude de voir les lectures de maths de temps en temps. Mais bref, donc, pas d'attaque. Du coup, non, pour te faire la petite précision, ma première Weston, je me rappelle, je l'avais payée le 11 janvier 2006, c'était le jour de mon anniversaire sur les Champs-Élysées, je l'avais payé à 400 € en son temps. Ah, voilà, ma première Weston. Ah, d'accord, okay. Tu connais, ça me fait plaisir. Heureusement que j'en ai envoyé plusieurs chaussures aussi. Ça, tu vois, ça, c'est des coupras, ça. C'est des séries illimitées. Donc, quand je parle de chaussures, bref, mais j'ai mal à la tête. Donc, du coup, ce que je disais, Vergès, Ahmed Chala, c'est Ahmed Bakayoko, à l'état civil. Mon nom d'artiste, c'est Ahmed Chala. Et moi, je suis une personne, je suis parti à l'école, mais j'ai arrêté très vite l'école. J'ai arrêté en 4e. J'étais tellement bandit, tellement turbulent. Et ma mère m'a dit, Ahmed, quand tu ne veux pas aller à l'école, moi, je ne veux pas changer. Je te laisse faire ce que tu as envie de ta vie. Et après, j'avais mon oncle père son âme, que je salue au passage, Chaoma l'industriel, qui était le petit frère de ma mère, qui avait une boîte de nuit à la rue Princesse à Yopougon. Et il m'a pris en tant que gérant, en même temps manager principal.
Donc, tu vas très vite, parce que pour ceux qui t'ont connu à l'école primaire, justement, je crois que c'était à l'école Frobel, à l'Institut Frobel, justement, à Yopougon, au groupement, tu as un passif de bagarreur. Paraît-il que tu aimais beaucoup faire. Voilà, tu aimais beaucoup les bagarres. Non, mais ouais, j'aimais la bagarre, mais ça ne veut pas dire que je suis agressif. Ça ne veut pas dire que je suis agressif parce que je suis quelqu'un, en fait, je ne suis pas hypocrite. Quand quelque chose me fait mal, je réagis. Et puis, très souvent, quand je dis des choses aux gens qui n'acceptent pas ce que je dis, et puis cette personne veut s'en prendre à moi, je me défends. Donc, après, les gens ont mis cette croix-là pour dire que je suis un bagarreur. Après, vous savez que. Vous connaissez hein, les enfants du Yopougon et les enfants du Deux Plateaux, c'est pas pareil. C'est vrai qu'on n'a pas été on n'a pas grandi dans les mêmes manières, mais aussi on a été éduqués aussi, on a été éduqués aussi de la même manière. L'éducation, c'est tu te réveilles, tu salues papa, tu salues maman matin, c'est ce que les enfants du Deux Plateaux vivaient. Mais nous, on était dans une ambiance un peu de rue Princesse, de boîte de nuit, Deux Plateaux un peu, mais un peu bagarreur, parce qu'à l'époque, notre époque, il fallait s'exprimer aussi avec la force. Il fallait montrer aux gens que tu es un bagarreur et les gens avaient peur de toi. Aujourd'hui, ça me suit, ça m'énerve. Si tu parles de ça comme ça me gêne parce qu'il y a des gens qui vont regarder l'émission et vont se dire, ah, le mec est. Mais c'est justement, c'est cette facette qu'on ne connaît pas de toi. Après, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif non plus. Ça fait partie de ta vie. Et on ne t'a jamais condamné pour des bagarres non plus. Mais au moins, ceux qui ne connaissent pas cette facette de l'homme Ahmed Bakayoko, je me permets, voilà, par rapport à ton nom à l'état civil, c'est ce qu'ils ont envie de découvrir, justement. Donc, ne pense pas que c'est quelque chose de méchant qui va t'étiqueter. Je suis désolé, tu as grandi, tu as fait ta vie aujourd'hui. Ahmed Chala, c'est un autre personnage, tout et tout, mais ça fait partie de ta vie. Et pour parler de ta vie, très souvent, tu parles de ta mère, mais tu parles rarement de ton père. Oh non, mais ça, c'est pas parce que j'aime pas mon père, c'est parce que je n'ai pas grandi avec mon père. Mon père, il vit bien, M. Bakayoko, que je salue au passage. J'ai grandi avec ma mère qui était seule à nous élever, moi et ma petite sœur. Et j'ai été un enfant, en fait, qui a été sévèrement, comment je peux appeler ça, encadré d'une certaine manière pour ne pas que je sois vraiment bandit. Mais j'ai été bandit. Parce que ma mère, elle voyageait tout le temps, elle n'avait pas le temps de m'éduquer normalement. Donc, c'était mes oncles qui m'ont rendu un peu quelqu'un qui... C'est à quel âge tu quittes ton père pour vivre avec ta mère? Non, moi, je suis resté toujours auprès de ma mère. Je suis toujours resté auprès de ma mère. Pourquoi? Parce que j'aime ma mère. Non, mais justement, il y a dû avoir un drame familial, ou bien ton père et ta mère se sont vite séparés, ce qui a fait que tu as grandi avec ta mère, ou c'est quoi le problème? Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est que il y a des gens, en fait, quand ils naissent, il y a un côté qu'ils choisissent. Moi, j'ai choisi de rester avec mon père, avec ma mère. Donc, c'est-à-dire que ta mère et ton père se sont vite séparés? Oui, ils se sont vite séparés. Peut-être, j'avais peut-être 3 à 4 ans. Je ne me rappelais même plus. Peut-être 3 à 4 ans, je ne me rappelle même plus. Après, moi, je suis beaucoup attaché à ma mère, mais mon père, lui, on s'appelle. Ouais. Mais justement, comment un enfant grandit auprès de la mère et sans la présence du partenaire? Ah, mais ça arrive, je ne suis pas le seul. Il y a des footballeurs aujourd'hui. Comment toi, tu as vécu ça, justement? Oh, j'ai vécu ça avec... Je n'ai pas senti le coup parce que j'avais des oncles du petit frère de ma mère qui étaient beaucoup attachés à moi, que je les prenais comme mon père. Comme je disais tout à l'heure, que tu l'as connu bien. Chao Mao l'industriel, il y avait mon oncle père, son âme aussi, qui s'appelle Koneuma, qui est décédé aussi. Donc, c'était des gens que je les prenais comme mes pères. Donc, après, il y a eu Lasco Ferré aussi qui est décédé, qui était comme mon père aussi. Donc, je n'ai pas senti le côté partenaire. J'ai plutôt... Tu n'as pas senti l'absence de ton père? Je n'ai pas senti l'absence de mon père. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas attaché beaucoup à mon père, mais je suis plutôt attaché à ma mère. Mais ce que je ne veux pas, qu'on me prenne comme un choco. Parce que tout à l'heure, quand les gens vont peut-être regarder l'émission, ils vont se dire non, c'est un fils à maman. Non, moi, j'aime pas. Voilà. Mais je suis beaucoup maman, j'aime ce truc-là. Mais tu es un fils à maman. Pour ceux qui t'ont vu grandir justement à la Sopim et tu connais les conditions dans lesquelles tu as grandi, c'est l'enfance, on va dire, une enfance d'un fils à maman. Parce que, qu'on ne le veuille pas, ta mère est une grande commerçante, justement, on va parler d'elle. Voilà, ça fait partie de ton récit de vie. Encore une fois, excuse-moi, il ne faut pas t'en offusquer, mais c'est ton vécu. À moins que tu ne veuilles pas en parler, mais c'est ton vécu. Oui, c'est mon vécu parce que, en fait, moi, c'est mon vécu. Ma mère, elle fait ses affaires, elle a ses affaires. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours voulu me battre seul. Donc, étant ici, même en Europe où je vis actuellement, je n'en appelle pas maman pour qu'elle me fasse un MoneyGram ou un Western Union. Donc, j'aime pas qu'on parle de ma famille. J'aime qu'on parle de l'artiste Ahmed Chala. Je veux que M. Guillaume Vergès, nous parlons aujourd'hui de ma carrière musicale, de qu'est-ce que je fais en France, de comment ma carrière évolue. Excusez-moi les fans si
vous avez voulu entendre des choses un peu plus... Justement, ce n'est pas que les fans et autres, ce n'est pas une émission musicale. C'est une interview qui met en exergue le parcours des personnes. Et c'est en cela que c'est intéressant de suivre ce genre d'interview. On peut te voir sur un plateau musical où tu vas parler de l'artiste coupé-décalé. Forcément, on va en parler. Mais l'artiste coupé-décalé vient de quelque part. L'artiste coupé-décalé a eu une enfance, a grandi quelque part. Donc ça aussi, les gens ont envie de savoir. Il n'y a pas de tache d'ombre à ce que je sache. Tu as grandi comme tout jeune de Yopougon auprès de ta mère. Peut-être tu es allé à l'école, comme tu l'as dit, jusqu'en classe de 4e. Mais quand on grandit sans la présence d'un père, forcément, ce sont des choses qui peuvent laisser des stigmates pour un enfant. Et c'est en cela que ce serait intéressant lorsqu'un enfant qui va grandir sans le père va voir l'histoire d'Ahmed Chala, va se dire, Ahmed Chala qui a grandi sans son père, il a réussi, il est heureux, moi je peux être heureux à mon tour. C'est cet exemple-là qu'on veut pouvoir... c'est ça. C'est ce qu'on veut tirer comme leçon. Ah, d'accord. Je comprends maintenant le contexte de ce que tu veux me dire, M. Guillaume Vergès. Bon, je vais être rapide. Ahmed Chala, c'est Ahmed Bakayoko. C'est un jeune qui a envie de réaliser son rêve. Son rêve, c'est d'avoir une vie de famille. Son rêve, c'est d'avoir un chez lui. Excusez-moi, je suis propriétaire de maison quand même. Bon, bref. Son rêve, c'est de se déplacer où il veut aller. Son rêve, c'est d'être toujours en bonne santé. Son rêve, c'est d'être toujours en bonne harmonie avec des gens. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Je suis une personne très simple. Pourquoi tu refuses de parler de ta vie de famille par rapport à ta maman, à tes parents? Pourquoi tu refuses d'en parler? Non, je refuse de parler de ça parce que je me dis, en fait, ce n'est pas à cause de mes parents qu'on me connaît. C'est à cause de moi qu'on connaît mes parents. C'est vrai que peut-être mes parents sont peut-être connus dans le milieu mandingue, mais moi, c'est par rapport à moi qu'on connaît mes parents. Donc, je me dis, bon, ça ne vaut pas la peine, quoi. Je parle de moi parce que c'est moi, Ahmed Chala. Voilà, M. Guillaume Vergès. En tant qu'un fils à maman, dans quelles conditions tu as grandi? Franchement, j'ai grandi dans de très, très, très bonnes conditions. Raconte-nous un peu. Oh, comme tous les enfants qui ont grandi dans de bonnes conditions, un vélo en vacances, un vélo, jouer PlayStation, non pas à l'époque c'était les Playboy, des Scribble, des petits jeux comme ça, des vacances un peu au village, des vacances un peu en colonie de vacances. Ça va? Tu n'as pas connu des galères? La galère, franchement, je dis merci à Dieu. La galère, je ne l'ai pas connue. C'est en France un peu, j'ai connu certaines difficultés parce que quand tu viens en France, c'est pas facile, le temps de t'intégrer, le temps de t'installer, c'est un peu compliqué. Stone, avec ta permission, on va permettre à Ahmed Chala de s'éponger un peu. Non, on continue à tourner parce que je vois que en tant que boucantier, là, le costume, avec les lumières, je vois qu'il y a... Excusez-nous un peu, c'est tout ça aussi. Voilà, on te permet de t'éponger et on va continuer l'entretien ainsi. Justement, Ahmed Chala qui commence donc, on va dire, son insertion dans la vie professionnelle par la nuit. Comme tu l'as dit tantôt, tu arrêtes les études en classe de 4e et tu les lances dans la nuit parce que ton oncle, père son âme, Chao Mao, avait une boîte de nuit, avait des maquis sur la rue Princesse. Parle-nous de tes premiers pas dans la nuit. Ah, mes premiers pas dans la nuit ont été très difficiles parce que j'ai appris sur le tas. Il me dit, Ahmed, tu vas gérer ma boîte de nuit et puis tu vas être manager général. J'ai dit, mais tonton, comment ça se passe? Il dit, mais tu vas appeler les clients, tu vas les saluer, tu vas dire comment ils vont. Et puis comme ça, je prends la nuit comme ça, à bec et ongle. Je commence à appeler des artistes qui viennent chez moi, qui viennent me voir pour manger, tout ça, en cause. Donc, je crée un lien avec des artistes. Et en même temps, je deviens une personne très célèbre à Yopougon, à mon jeune âge, parce que je me rappelle que j'avais 18 ans quand je prends la nuit. Donc, 18 ans, 19 ans. Donc, je deviens manager, je m'impose à la rue Princesse. Tout le monde me connaît, Ahmed Chala, et puis bon. La nuit, à 18 ans, on est très jeune à cet âge, forcément. Oui. C'est vrai que toi, tu avais entre-temps abandonné les études. La nuit aussi, ça rime avec pas mal de vices. Quels sont les vices auxquels toi, tu as été confronté? J'ai été confronté à la cigarette, à la drogue, mais je n'ai pas fait parce que tout est basé sur l'éducation. Je n'ai pas été influencé par ça. Je voyais des amis qui se droguaient, qui fumaient, mais après, moi, ça ne m'a jamais attiré. Je dis Dieu merci que l'alcool, la cigarette, la drogue ne m'ont pas influencé. Je suis content, je suis fier de moi aujourd'hui. Les vices dans lesquels toi tu étais, c'est quoi? C'était les femmes? Non, moi je pense que c'est plutôt le côté vêtements. Moi j'aime tellement les habits que souvent même quand je suis bien habillé comme ça, je ne mange même pas. Même avant de venir, je n'ai même pas mangé. Avant de faire cette émission avec vous. Je ne mange pas. Je suis content quand je suis bien habillé. Oui, parce qu'on aime les vêtements, on ne mange pas.
Je suis comme ça, chacun sa vie. Donc quand tu étais dans la nuit, c'était juste pour t'habiller. Mais quand on s'habille, c'est pour séduire les femmes. Moi, je ne séduis pas les femmes. Je me plais, je m'aime moi-même. Je ne suis pas là pour... Tu n'avais pas de copine quand tu étais dans la nuit? J'ai une copine, mais après, bon... J'ai plein de copines, mais je suis pas le genre de personne qui adore beaucoup les femmes. Je suis quelqu'un qui aime être bien habillé. C'est mon truc. C'est ma chose. C'est ma chose. Justement, tu as eu une copine. Comment ça s'est passé, cette relation en son temps? Cette relation? Après, c'est normal, c'est comme toutes les relations. On n'est plus ensemble. Tu peux nous en parler un peu, brièvement? Non, mais ça ne sert à rien. La personne a refait sa vie. C'est ce qui me geste. On ne peut pas connaître le nom de la personne? Non. Non. Selon des indiscrétions, on peut parler de la personne? Non, non. Parce que c'est quelqu'un qui est aussi très connu dans le milieu du showbiz en Côte d'Ivoire. Non, mais ça ne va pas servir à quelque chose parce qu'aujourd'hui, la personne a refait sa vie, M. Gumbes. Tu t'es marié en quelle année, du coup? Je me suis marié en 2008. En 2008. Au Pullman Hotel, où j'ai loué une grande salle, où j'ai dépensé beaucoup d'argent. Parce que j'aimais la fille, mais ça s'est mal passé après. Quel souvenir tu gardes de ce mariage? Pour moi, aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, je garde des beaux souvenirs. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai des difficultés pour me marier. Je préfère plutôt même les habits, même que les femmes. Je suis beaucoup attaché aux vêtements, que même quand je suis amoureux, je ne sens pas le côté amour, mais je sens le côté vêtements. Je dors avec mes habits. Souvent, quand j'achète une nouvelle paire de chaussures comme ça, je dors avec. C'est vrai que tu mets tout sur ta passion pour les vêtements, les chaussures et autres, mais tu as dû connaître pas mal de déceptions amoureuses, apparemment, au point où tu n'as plus envie de te marier. Non, je vais me marier un jour. Je vais me marier un jour, mais pas maintenant. Je vais me marier un jour. Parce que tu as connu des déceptions sentimentales? Comme toi, tout le monde a connu des déceptions. Est-ce que... Non, là, il ne s'agit pas de moi, ce n'est pas moi l'invité. Non, je sais, mais en tant qu'un jeune qui a connu la vie comme moi, très jeune, 18 ans, 20 ans, 23 ans, 25 ans, 26 ans, il y a un parcours. Donc ça fait qu'on a connu peut-être 3 filles, 4 filles, il y a une qu'on est tombé amoureuse, 2, et puis après, c'est mal passé. Mais moi, je me dis, en fait... Si pour moi aujourd'hui je dois me mettre avec quelqu'un pour me marier, ce n'est pas maintenant. Mais par contre, actuellement, j'ai une copine qui est très belle, qui me respecte, que j'adore, que j'aime. Mais pour moi, quand on parle de mariage, c'est comme si en fait on m'avait piqué avec une aiguille. Lorsqu'on parle de mariage, je prends ma carte bleue, je vais faire du shopping. Puis je dis, j'arrive, j'ai vu une chaussure dans un magasin ou un vêtement. Ton mariage a dû te marquer à ce point? Franchement, ça m'a touché. Ahmed Chala, qui entre-temps entame une carrière musicale, c'est ce que tu aimes bien, c'est le sujet que tu préfères. Bah ouais, forcément, on va en arriver. Ton premier single sort en 2005. Parle-nous de la sortie de ce single-là, où tu parlais de ta chaussure qui t'a sincèrement coûté cher. Oh, la chaussure qui m'a coûté sincèrement cher, j'ai réfléchi, je suis à la maison. Mon ami d'enfance m'appelle pour me dire, Ahmed Chala, on a créé un truc qu'on appelle le coupé décalé. Il faut que tu nous soutiennes. Donc, je reçois le coup de fil depuis Paris et puis bon. C'est quel ami? Maurice Soumaro, il m'appelle, il me dit, ah voilà, comme toi tu es un sapeur, voilà, on est en train de lancer un mouvement avec Dousaga, tout ça, avec Lino Versace, tout, les gars. Il faut que tu essayes de voir comment tu peux nous aider. Donc, moi, je lui dis, bon, ok, c'est quoi le concept? Non, c'est la sape, il faut faire le malin. Donc, moi, directement, c'était comme si c'était un jeu pour moi. Parce qu'à l'époque, bon, je gazais déjà dans les boîtes de nuit avec mes amis, les Sam Doguette, on faisait des folies dans les boîtes de nuit. Donc, après, moi, c'est facile. Et puis, je me dis, le coupé décalé arrive, il faut que je montre mon talent aussi. Et puis, je rentre en studio. Je vais chez Koudou Atana, j'enregistre 3 morceaux. Et puis, je sors le premier single qui était le Cha-Cha-Cha l'amour, la danse du mannequin. Et puis, les choses commencent à avancer. Et puis, ça me rend encore plus célèbre parce que j'étais déjà célèbre déjà à 18 ans déjà. Ça me rend encore plus célèbre. Quand tu parles justement de folie dans les boîtes de nuit, c'était lors des matinées, au Raffia, au Majestic et autres. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ces périodes enjouées Oui, mais c'était des périodes de jeu, de l'inconscience. Apparemment, vous vouliez l'argent de vos parents, tout ça, pour aller faire la fête? Moi, je ne voulais pas, je demandais. Okay. Je demandais et puis on me donnait, on payait du champagne. Ben moi, je ne bois pas. Je payais du champagne avec des amis, on buvait. Mais certains de tes amis voulaient l'argent de leurs parents, non? Ah, il y a d'autres qui faisaient les folies parce qu'à l'époque, ce n'était pas des boutages. Hein. À l'époque, pour s'imposer, il fallait vraiment avoir des grands salons, des salons VIP. Il fallait vraiment se donner un nom. Il fallait vraiment s'imposer. Donc, pour s'imposer, c'était vraiment des folies. C'était vraiment acheter de la concurrence. Tu viens d'une boîte de nuit, tu payes 10 bouteilles, tu payes 5 bouteilles. Tu dis au mec qui est assis à côté de se lever, c'est toi qui as réservé le salon. Vraiment, c'était une époque, vraiment, moi, je ne peux pas appeler ça de l'inconscience, quoi. Mais cette inconscience, justement, tes amis pouvaient aller prendre combien? Ils pouvaient dérober combien, comme ça, comme somme chez leurs parents?
Il y a d'autres qui prenaient, moi je connais, j'étais le nom, il y a un de mes amis qui était le leader de notre groupe, qui facilement, souvent il sortait 4 millions, 5 millions. Juste pour aller faire la fête. Ouais, juste pour aller faire la fête, et puis le lendemain, il peut rester peut-être 1 million. 1 million. Après, nous les lieutenants, peut-être on avait les 500 000, 400 000, 1 million, mais lui... Cette période, tu l'as vécu avec les Molaré, puisque tu dis que c'est ton ami d'enfance. Lui aussi, il dérobait de l'argent de ses parents? Oh. Ça, c'est lui. Ben, je sais qu'à l'époque, on ne travaillait pas. Donc, je te demande s'il dérobait de l'argent de ses apparemment, ça doit être ça. Apparemment, c'est ton ami d'enfance, forcément, tu connais ses méthodes. Guillaume Vergès me fait parler. Apparemment, moi, je pense que ça doit être ça parce qu'à cette époque, on ne travaillait pas. Moi, je ne travaillais pas si je venais 500 000 pour aller en boîte. Ou l'autre venait avec 4 millions pour une soirée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était de l'argent qui était pris ailleurs, peut-être chez les parents ou je ne sais pas. Donc Morelli aussi prenait avec ses parents aussi? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parle-nous de l'une de vos soirées, une folie d'une boîte de nuit comme ça, dont tu te rappelles où ce jour-là, vous avez dû claquer des millions. Ah, mais ça, je me rappelle une année, on était parti au Rafia. Il y avait une matinée là-bas. Et j'arrive, on devait partir et puis on devait faire la concurrence avec les enfants du Deux Plateaux. Et puis j'avais un ami qui s'appelait Yves Pacha, que son père était à la BAD. Son père était un grand responsable à la BAD. Donc Yves me dit, Ahmed, comme toi tu es le leader du groupe en tant que quelqu'un qui aime créer l'ambiance, je vais te montrer quelque chose. On arrive, ils sortent un petit sac qu'ils déposent. Et puis je vois que c'est des blouses en fait. Des blouses blanches comme les blouses de médecins. Et puis moi je vois, ça, il dit, mais ça c'est une bonne idée, il y a combien? Il me dit, non, il y a au moins 12 blouses. Je dis, ok, je vois. Donc au cours de notre réunion, avant d'aller en boîte, puisque les gens parlaient de ça dans la ville, les enfants du Yopougon résidentiel vont faire la concurrence avec les enfants du Deux Plateaux. Et moi j'ai dit à Mori, j'ai dit à mon ami Sam Doguet, j'ai dit à Yves Pacha, à tous les gars, à Biola, tout ça, les gars, le soir, il y a une idée, il a dit quoi? Ils doivent porter tous des blouses. Le gars dit, non, Inch'Allah. On fait quoi ça? Il dit, des blouses, qu'on va arriver là, ça va nous démarquer. Je te jure, M. Guillaume Vergès, on a porté, nous tous, les blouses. Et quand on est arrivé dans la boîte, quand on a commencé à rentrer, le DJ a annoncé en même temps, les docteurs de Yopougon sont là. On les appelle les Gounus. Voilà comment on rentre dans la boîte. Les gens commencent à applaudir. On nous voit en star, les filles ont commencé à faire à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, mais les gens voulaient nous prendre des photos, les gens. C'était comme on était les stars. Et franchement, le jour-là, c'était un show. On a payé moins minimum, peut-être 60 champagnes. 60 champagnes, tout le nom, c'était très La bouteille était à combien? À l'époque, la bouteille était à 30 000 francs. 30 000 multiplié par 50 bouteilles, imagine un peu combien ça faisait. Franchement, c'était de la folie, de la vraie folie. C'était une soirée de dingue, ça m'a tellement marqué que je parle de ça comme si c'était hier. Et c'est ça qui t'a donné le goût des scénarios? Oui, c'est ça qui m'a donné le goût des scénarios, ça qui fait que je suis une personne, j'aime toujours me démarquer, j'aime pas ressembler aux autres, j'aime pas m'habiller comme les autres, j'aime pas parler comme les autres. Je suis... Excusez-moi, je suis dans ma tête, moi je sais que je ne suis pas seul. Je sais que je ne suis pas seul parce que je peux être en train de parler avec toi comme ça, et puis je pense à quelque chose d'autre. Là, quel est le scénario que tu as envie de faire là? Le scénario que j'ai envie de faire, c'est même pas un scénario, en fait, c'est une réalité, tu vois. Regarde, par exemple, comme ça, je suis en train de parler avec toi, mais je sens que je commence à transpirer quand je suis obligé de me parfumer, tu vois, monsieur Guillaume Vergès. Mais forcément, la mallette allait sortir lors de cette interview, oui. D'autant plus que c'est ton instrument, oui. C'est ton marqueur. Oui. Tu ne te balades pas sans ça. Oui. L'idée de cette mallette te vient comment? L'idée de cette mallette me vient... Il fallait se démarquer parce qu'à l'époque du coupé-décalé, les gens voulaient forcément se faire aimer en jetant de l'argent. Et moi, j'ai vu qu'en jetant de l'argent, ça n'allait pas donner une bonne éducation à nos petits frères, à nos petites sœurs. Donc, quand je réfléchis à la maison, je dis, mais attends, est-ce que pourquoi je ne prends pas une mallette pour faire rigoler les gens? Et je rentre dans le côté humour, mais qui plaît beaucoup aux gens. Et je sors des choses qui n'ont pas de signification, mais qui ont toujours une signification après qu'on analyse. Parce que quand je venais avec la mallette, les gens pensaient à l'argent. Ils sortaient des gadgets, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas, des toffees, des trucs comme ça, des trucs qui sont marrants. Et les gens ont commencé à aimer les scènes. Voilà. L'un des objets que tu as dû sortir un jour du moins de ta mallette, qui toi-même t'a marqué, c'est quoi? Je sais qu'un jour, je me rappelle, je me souviens où il y a une scène qui m'a marqué, parce que j'ai tellement fait des choses qui m'ont marqué moi-même, où on était dans une boîte de nuit chez Solo SS. En zone 4, et puis il y avait du monde. Les élections en Côte d'Ivoire se sont passées d'une manière très compliquée.
M. Alassane Ouattara, le président, est parti au deuxième tour avec M. Laurent Gbagbo.